C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la superstar du moment qui s'appelle Nvidia sur le marché américain. Nvidia qui marque une étape importante de son histoire boursière aujourd'hui avec un titre qui bondit encore de 4-5% dans ce début de séance à Wall Street et qui permet au groupe Nvidia de devenir la première entreprise de semi-conducteurs à atteindre le club des entreprises qui pèsent plus de 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars en bourse sur le marché américain. Je vous rappelle que ce club ne comporte qu'une poignée de valeurs aujourd'hui, auquel il faut donc rajouter Nvidia, le club des 5 formé par Apple, Microsoft, Alphabet, Google et Amazon. Nvidia rejoint donc ce groupe de valeurs très particulière. Nvidia qui connaît une envolée spectaculaire de son cours de bourse depuis plusieurs mois maintenant par rapport au point bas qui a été marqué en octobre 2022. Le titre Nvidia a été multiplié par plus de 3 désormais avec une action qui se traite à plus de 400 $ sur le marché américain. L'IA générative, est-ce un boom spécifique qui emballe quelques valeurs particulières sur le marché américain? Est-ce que c'est un thème de marché plus profond? Est-ce qu'on est déjà dans une logique de bulle par rapport à cette thématique et un enthousiasme de marché qu'on sait parfois excessif? C'est une question qu'on posera et qui sera à la une de notre émission dans un instant avec les invités de Planète Marché. Pour le reste, les investisseurs vont se focaliser évidemment sur le relèvement du plafond de la dette américaine avec des obstacles qui devraient être levés dans les prochains jours au Congrès américain qui va s'exprimer dès demain pour la Chambre des représentants sur le texte, le compromis qui a été trouvé entre les Républicains et la Maison-Blanche, un compromis qui doit permettre de relever le plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025. Et puis sur le plan macro, la semaine sera marquée par les premières estimations d'inflation en zone euro avec des chiffres déjà publiés pour l'Espagne ce matin qui sont peut-être un petit peu spécifiques puisqu'on voit l'inflation globale en Espagne tomber sous les 3% sur un an. Nous aurons les chiffres français, italiens et allemands demain et puis jeudi le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro. Côté américain, ce sont les chiffres d'emploi qui marqueront cette semaine avec les créations d'emplois dans le secteur privé, l'enquête du cabinet ADP à suivre demain et puis la photographie complète du marché du travail américain publiée ce vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, des statistiques qui marqueront et qui cristalliseront sans doute les prochaines décisions des banques centrales puisque la Fed se réunit les 13 et 14 juin, juste avant la BCE qui tiendra, elle, sa réunion le 15 juin prochain. Voilà pour les sujets de marché à suivre dans un instant. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé et sur le segment spécifique des entreprises de logiciels de santé avec David Vignon, analyste et spécialiste des entreprises de logiciels dans le secteur de la santé chez Stifel, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, les infos clés de marché, comme chaque soir à 17h pour entamer l'émission avec vous, Alix Nguyen, et des marchés européens qui restent dans une logique de consolidation. Les bourses européennes évoluent effectivement en ordre dispersé avec un CAC 40 qui paye un tribut un peu plus lourd que les autres indices aujourd'hui. Et oui, elles sont ralenties par l'incertitude quant à savoir si le Congrès américain approuvera dans les temps un accord sur le plafond de la dette. Maintenant que Joe Biden et Kevin McCarthy sont parvenus à un compromis, c'est au tour des membres du Congrès de se prononcer sur cet accord provisoire. Le projet de loi sera soumis au Congrès demain. Quelques élus républicains ont déjà annoncé qu'ils s'opposeraient au texte. Prudence aussi avant une série d'indicateurs économiques prévus en fin de semaine. Pour l'heure, les rendements des emprunts d'État en zone euro fléchissent en attendant les données sur l'inflation prévues jeudi. En Espagne, la croissance des prix à la consommation a ralenti plus fortement que prévu en mai. Le rendement du Bund allemand à 10 ans recule, celui à 2 ans aussi. Même chose aux États-Unis du côté des rendements des treasuries à 10 ans et à 2 ans. Le dollar perd du terrain et l'euro en profite. Et puis l'événement du jour sur le marché américain et donc sur l'ensemble des marchés mondiaux, Alix, c'est le fait qu'Nvidia intègre aujourd'hui le club des entreprises dont la capitalisation boursière atteint et dépasse les 1000 milliards de dollars. Et oui, cette année, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle a entraîné plus que le doublement de la demande de puces Nvidia.
Nvidia est la première société de son secteur à atteindre pareille valorisation. Elle est aussi la 5e entreprise valant plus de 1000 milliards de dollars, aux côtés d'Alphabet, Amazon, Apple et Microsoft. Dans le monde, seules 9 entreprises ont franchi ce cap. Ce record s'inscrit dans une actualité riche pour Nvidia. Le groupe a réalisé une série d'annonces sur des produits de technologie et des partenariats dans l'intelligence artificielle, dont la collaboration avec Mediatek dans des technologies de divertissement destinées aux véhicules connectés. Dans le sillage de Nvidia, les valeurs liées à l'IA et aux puces sont en nette hausse. C'est le cas de Microsoft, AMD, Marvell Technologies et Intel. Et puis toujours du côté des valeurs américaines, on remarque le bond de Tesla sous l'effet de l'arrivée d'Elon Musk à Pékin pour une visite au cours de laquelle il doit rencontrer des hauts responsables chinois. Et puis la politique fait bouger les marchés également, Alix, avec la livre turque qui marque un nouveau plus bas contre le dollar notamment, après la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Oui, ça fait des semaines que les cours de la monnaie turque sont plombés par la perspective de l'élection présidentielle. Et bien aujourd'hui, la livre turque a touché un nouveau plus bas face au dollar, sous l'effet de la victoire de Recep Tayyip Erdogan au deuxième tour de l'élection présidentielle turque. Il a été réélu président pour un 3e mandat de 5 ans. Et puis on termine avec des données de la BCE. Les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages dans la zone euro ont de nouveau ralenti en avril. Ils sont en repli constant depuis l'automne dernier. Les prêts aux entreprises ont augmenté de 4,6% en glissement annuel, après une hausse de 5,2% le mois précédent. La croissance du crédit aux ménages a ralenti à 2,5%, après 2,9% le mois précédent. Les enquêtes prévoient que les chiffres des prêts seront encore plus faibles dans les mois à venir. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Didier Borowski nous accompagne également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable recherche politique macro chez Amundi Institute et à nos côtés également en plateau, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Mettons l'IA générative à la une. Bon, c'est un sujet qui est à la une déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans le monde des marchés notamment, mais pas uniquement. D'ailleurs, l'événement du jour, c'est donc Nvidia à 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un club très restreint, très fermé. Il y a plusieurs angles d'attaque. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est l'histoire boursière de Nvidia, qui est spectaculaire. Alors, sur longue période, évidemment, une histoire boursière fantastique, mais qui est marquée par des hauts et des bas spectaculaires. C'est un titre qui a été divisé par plus de 2 entre novembre 2021 et octobre 2022, et qui, depuis son point bas d'octobre 2022, a quand même fait x3 en moins de 9 mois. Ouais, et sachant que c'est aussi une valeur qui, pendant la crise Covid, au moment des stimuli et des baisses de taux et autres, avait déjà connu un parcours boursier absolument extraordinaire. On avait atteint les $300 à ce moment-là, qui était un accès absolu. Les $100 étaient un accès baissier. Et on revient directement sur les sommets et on les explose littéralement après les résultats. Donc c'est vrai que c'est une valeur qu'on peut comparer presque à Tesla en termes de comportement boursier. Ouais. Je passe à le Tesla des semi-conducteurs parce que... Il faut être averti. C'est-à-dire que quand on veut tenir une position sur Nvidia, il faut être averti de ce genre de mouvement. Voilà, donc c'est une valeur où le potentiel, effectivement, il suffit d'écouter les conférences pour voir que la conférence post-résultat qui a du potentiel, mais le parcours boursier, lui, peut, et je trouve actuellement, aller beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on a des situations où vous avez les concurrents sont presque 800 milliards de capitalisation boursière plus bas, les premiers. Et c'est pas les moindres, c'est Intel, c'est Qualcomm, AMD ou autres. Donc on a comme Tesla avec les conducteurs, à un moment donné, ça a regroupé la market cap de quasiment tous les constructeurs mondiaux. Donc on se dit qu'effectivement il y a ce côté presque un peu même stock aussi. Alors ça sent que c'est pas le sujet, on va pas comparer une même stock à Nvidia, mais dans le comportement boursier, il y a une espèce d'appétit féroce comme ça pour une valeur. On voit que l'activité sur les titres en termes de volume, l'activité sur les options aussi, rappelle ce qu'on avait vu à un moment donné sur Tesla. Donc il y a un effet de mode, une hype qui est quand même très là, qui est bien là, mais avec, c'est sûr, des fondamentaux où on est en train de se poser la question, est-ce que c'est une bulle de plus ? Ce qui semble assez peu probable quand même, parce qu'on voit le potentiel de l'IA, mais le côté succession ces derniers temps de thèmes, il y a quelques années c'est la blockchain, maintenant c'est l'IA, on voit quand même qu'il y a un rapprochement comme ça des thèmes à fort potentiel de hype et de buzz. De buzz, voilà, c'est exactement ça. Et il faut que ça se concrétise. Et c'est ça que le marché fait actuellement comme pari sur Nvidia, c'est qu'ils arrivent à délivrer ce qu'ils ont en gros
programmés pour le T2, ils arrivent à le faire de manière récurrente. Et pour moi, le risque, il est un peu là, c'est que c'est pas tellement le potentiel qui est remis en question, c'est la vitesse avec laquelle le marché presse son potentiel. Extrapole. Il primera peut-être que sur 5 ou 10 ans. Après, ce qu'on a vu sur Tesla, ça peut durer. C'est-à-dire que Tesla reste évidemment le constructeur automobile, si Tesla est un constructeur automobile, le mieux valorisé du monde, avec la market cap, même si elle a diminué, la plus importante dans le secteur automobile. Enfin, j'ai plus les comparaisons en tête, mais à un moment, ça valait l'ensemble des market cap du secteur automobile. C'est peut-être d'ailleurs toujours pas loin d'être vrai, parce que les market cap des constructeurs automobiles traditionnels, elles n'ont pas beaucoup changé ces derniers mois et ces derniers trimestres. Si on reste dans le côté un peu rationnel à court terme, bien sûr que ça peut avoir comme Tesla, ça peut aller à 500, 600, 700, il n'y a pas vraiment de limite. Tesla, c'était ça à l'époque. Si le marché va être un peu plus rationnel parce que l'environnement aussi de taux, de liquidité est un peu plus contraignant actuellement, normalement, pour moi, on reverra d'abord les $300 avant d'aller chercher les 500, les 600. Mais par contre, dire qu'à un moment donné, on n'ira pas 500 ou 600, ce que forecastent certains analystes de banque, c'est possible, mais il me semble qu'il y a des contraintes de consolidation. On va devoir attendre peut-être 1 ou 2 semaines de résultats quand même, donc au moins 2 trimestres, pour s'assurer que ce qui est projeté sur des horizons lointains est une réalité derrière. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la précommande finalement, où peut-être qu'on se rue aussi pour faire des précommandes parce que tout le monde veut le produit à la mode, et quel sera le degré de ces commandes-là sur le T3, le T4, etc. Donc il y a quand même un aspect, là le marché a payé très tôt, il faudra maintenant voir si... Il y a un espoir à valider, quoi. Un espoir à valider. Après, je pense que le risque de retour à $100 est quasi nul. Par contre, des retours, il y a des énormes gaps de cotation, ça faut tenir compte, mais un retour à 300, $320, il me semble, c'est peut-être un point de passage obligé avant d'aller plus haut. Igor, vous en avez vu passer des modes de marché et des buzz, de la hype, comme dit Alexandre. Ce thème de l'IA, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Est-ce que c'est très localisé? C'est un boom très spécifique qui emballe quelques valeurs? Ou est-ce que c'est déjà un thème de marché avec toute la profondeur que ça peut impliquer pour la suite et pour plusieurs années peut-être? L'intelligence artificielle, c'était déjà dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le robot qui prend le contrôle. Donc c'est un vieux thème, en fait, c'est une vieille chimère humaine. Et puis en général, l'être humain aime bien réaliser ce qu'il imagine, parce qu'on avait imaginé marcher sur la Lune bien avant d'y aller. Donc je pense que c'est un vrai thème. C'est un sous-thème de la numérisation. C'est pas, je pense pas qu'aujourd'hui on peut dire que ça va révolutionner nos vies. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les grands progrès technologiques, que ce soit moteur à explosion, robotisation dans les chaînes industrielles, ça met du temps à se diffuser dans l'économie. Donc il y a un gros espoir. La bourse va beaucoup plus vite. C'est normal, c'est son travail. Valoriser mieux l'innovant et le leader. C'était Tesla, c'est Nvidia dans ce cadre-là. Après, la particularité de l'intelligence artificielle, c'est là où les grandes innovations technologiques ont pratiquement enlevé du capital travail. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, on n'a plus besoin de main-d'œuvre non qualifiée ou peu qualifiée dans les chaînes industrielles. Là, l'intelligence artificielle, ça va enlever plutôt la main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire plutôt, par exemple, des professions juridiques où on va faire traiter par l'intelligence artificielle, notamment la documentation. Et ça, c'est un peu un fait nouveau. C'est que ça vient attaquer là où les gens étaient plutôt protégés. Ça viendra attaquer beaucoup de métiers normés. Et ça va changer et ça va aller plus vite que changer une chaîne de production. Parce que on voit bien la destruction créatrice schumpeterienne, elle prend du temps. C'est quand on change des processus industriels, ça met 10-15 ans. On le voit dans l'expérience en fait des grandes innovations, mais c'est l'âge de fer, etc. Ça prend beaucoup de temps. Là, ça va s'accélérer parce que la vitesse est bien plus importante. Donc moi, entre guillemets, ça ne me choque pas. Surtout que les semi-conducteurs, c'est un secteur qui de trimestre en trimestre peut bouger. La moindre indication sur les commandes peut faire varier un cours de Puis surtout un positionnement très différent entre acteurs, ce que disait Alexandre. Effectivement, il y a un gap de plusieurs centaines de milliards de market cap entre Nvidia et les autres, mais parce que le marché considère que Nvidia est le seul acteur sur ces processeurs destinés à augmenter, booster les puissances de calcul. C'est le seul acteur crédible aujourd'hui sur ce segment. Il y a le leader comme il l'était sur les cartes graphiques, etc. Il y a le leader qui innove, et puis le premier smartphone, c'est Apple, et puis après, tout le monde a fait des smartphones. Donc, il faut toujours un leader, un premier de cordée, disait notre président, mais c'est le cas. C'est toujours aux États-Unis. Alors, on a quelques sociétés de semi-conducteurs en Europe. On a encore quelques exploits d'avoir une valeur techno qui fait plusieurs centaines de milliards de capi. Mais bon, on est quand même loin derrière tout cet écosystème. Il faut reconnaître que l'Europe, aujourd'hui, est un peu à la traîne là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le marché est peut-être excessif, mais il se concentre quand même sur la partie la plus visible ou prévisible de l'IA générative, c'est-à-dire la partie des composants. Est-ce qu'on voit le marché
déjà sanctionner des entreprises ou des secteurs dont on imagine qu'ils seront perdants de l'IA générative ou à l'inverse, gagnants, hein. Est-ce qu'on a des sanctions positives ou négatives au-delà pour l'instant des fournisseurs de composants? Spécialiste de oui. ce thème-là, mais je pense que c'est un peu tôt là. Ouais. Tout le monde essaye de chercher, savoir qui va être gagnant. On sait que c'est une technologie qui fait peur, hein. Elle a été interdite dans certains pays parce que les étudiants l'utilisaient pour leurs devoirs, etc. Donc ça pose des vraies questions puisque ça remplace une grosse partie de la réflexion humaine. Pas forcément les 20% les plus qualitatifs, les plus ingénieux, mais il va bien falloir se rendre compte que pour générer des documents ou des process, on n'a peut-être pas besoin d'une batterie d'employés ou de cadres. Donc ça va forcément avoir des conséquences, ça a déjà des conséquences. Vous voyez, les chatbots, il y a plein de choses qu'on fait maintenant. Vous collez un chatbot sur une intelligence artificielle, ça décuple la possibilité du chatbot qui avant disait vous êtes content du service ou pas. Donc moi je le vois plus comme un décupleur de ce qui se passe dans le monde de la virtualisation. Une augmentation, quoi. Une augmentation, voilà. Une technologie à part entière, je ne sais pas, c'est un algorithme qui va chercher des données puis qui les compile. Donc une technologie, c'est pas le moteur à explosion, c'est pas le moteur électrique non plus, hein. Mais ça demande beaucoup de processeurs, beaucoup de matière énergétique aussi. Donc c'est bien que ça soit enfin une chaîne industrielle qui soit valorisée comme une valeur tech. Certains tech enthousiastes, comme on les appelle, m'ont décrit l'IA générative, le GPT, comme étant une révolution de la dimension de la découverte de l'atome, par exemple. Non, mais pour dire qu'il y en a qui voient quelque chose d'assez massif en termes d'avant-après. On leur mettra les implants neuronaux d'Elon Musk et puis on verra si ça leur fait plaisir. Est-ce que c'est un thème macro et l'IA générative, hein, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle existe déjà depuis longtemps et dans notre quotidien, sans forcément qu'on le sache, mais là, l'IA générative spécifiquement. Ça va le devenir. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour le moment un impensé macro. Alors je m'explique, on a tendance, en théorie économique, à raisonner avec une fonction de production, avec deux facteurs de production, le capital et le travail. Là, on a d'une certaine façon un ovni. On a quelque chose qui n'est ni vraiment du capital, ni vraiment du travail, et qui va avoir une élasticité de substitution, pour parler techniquement, inconnue avec le travail. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, c'est très juste. Il va y avoir forcément, à un moment donné, une substitution avec certains segments de travail, et notamment du travail qualifié, et ça posera question. On n'est probablement pas là dans la première séquence des prochaines années. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup de méfiance avant de donner clé en main un process à une intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup, on observe déjà qu'il y a beaucoup d'hallucinations dans le ChatGPT, etc. Ce sera probablement résorbé. Ouais. Mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a déjà d'énormes problèmes, donc on ne peut pas faire confiance, donc il faut vérifier. Alors je donnerai par exemple un exemple récent, c'est l'un des plus grands mathématiciens au monde, Tao, qui dit qu'il se sert de ChatGPT en permanence. Il a un écran de ChatGPT ouvert à côté de lui, non pas pour faire des mathématiques, parce que ça, il sait faire, mais parce que c'est un assistant de recherche. Ouais. Et il lui trie la littérature qui est très inflationniste sur les sujets très variés sur lesquels il travaille. Et c'est un bon assistant de recherche, c'est-à-dire qui permet de trier, de faire des choses, etc. Qui avant devait revenir, j'imagine, à un assistant de recherche. Oui, et puis il le fait beaucoup plus vite qu'un junior humain, j'imagine, en plus. Donc c'était déjà... Et il râle beaucoup moins. Et il râle beaucoup moins. Donc c'est déjà une substitution avec une forme de travail qualifié. Il faut quand même le noter à un haut niveau, mais ça n'empêche pas qu'évidemment un grand mathématicien continue à travailler. Donc ça va, dans un premier temps, c'est probablement analysé comme un facteur qui va générer des gains de productivité. Je pense que dans un premier temps, la substitution avec le travail, elle finira par venir. On se posera la question dans les années qui viennent. Je pense il est impossible de prévoir la vitesse à laquelle on aura des progrès dans cette technologie. Mais dans un premier temps, pas suffisamment de confiance. On n'aura pas suffisamment de confiance dans ce processus. Et en revanche, ça peut venir aider le travail qualifié à augmenter encore sa capacité de produire des choses. Donc, d'une certaine façon, on peut y voir un gain de productivité. Et ça pourrait être un changement macroéconomique. Alors, c'est un peu tôt pour dire, parce qu'il va falloir évidemment s'accaparer ces nouveaux processus, les permettre dans les entreprises, voir où est-ce qu'on peut améliorer, évidemment, la valeur ajoutée dans le travail qualifié. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, ça va prendre du temps, déjà, dans un premier temps. Mais en revanche, il est naturel de commencer à se poser les questions, comme le font les décideurs, les chefs des entreprises d'intelligence artificielle, de l'étape d'après. L'étape d'après, elle peut être évidemment, s'il y a des mauvais usages, dangereuse, parce qu'il y aura des mauvais usages, comme pour toute technologie. Comme l'atome. Comme l'atome, exactement, comme l'atome. Et donc on voit que les mauvais usages, à travers via la cybercriminalité, le terrorisme, que je ne sais encore, vont venir tôt ou tard. En 2023, on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs en charge de ces questions sera beaucoup plus rapide qu'il y a 15 ans ou 20 ans, au démarrage de l'Internet, qui a été un peu le Far West. Je ne sais pas, mais je trouve très intéressant de voir que ce sont les leaders
leaders même de cette technologie qui appellent à la réglementation ou à faire très attention parce qu'ils ont bien conscience du fait qu'il y a des progrès majeurs possibles associés à ce type d'innovation, ça paraît clair, il y a aussi des dangers majeurs. Si on ne maîtrise pas cette innovation ou si on la laisse, si on met sur le marché quelque chose qu'on n'arrivera pas à absorber très rapidement. Donc il va falloir faire très attention à la séquence et je pense que ceux qui sont à l'origine de cette innovation vont également faire très attention à ce qu'ils sont susceptibles de mettre sur le marché. Et dernier point sans doute important, et on l'a vu dans les grands progrès techniques par le passé, c'est évidemment le militaire qui, dans un premier temps, a la main là-dessus. Et on le voit bien aux États-Unis comme en Chine, ça sera probablement le militaire et le progrès du côté militaire qui va s'accaparer, et on l'a vu avec le nucléaire. Donc ce sera probablement aussi le cas, et probablement aussi par là que viendra des réglementations pour ne pas mettre tout de suite dans le secteur privé certaines des innovations, parce qu'il y a des problèmes de sécurité nationale, etc. Donc ça, je pense qu'aussi, ça va jouer un rôle, même si évidemment, ça va être sous le radar pendant un moment. Mais je dirais que pour conclure, sur le plan macroéconomique, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste à court terme sur le fait que nous, on ne va pas perdre notre emploi, et oui, ça peut générer des gains de productivité, mais il va falloir faire très attention aux séquences qui s'ouvrent, parce qu'évidemment, il y a une dynamique du progrès technique évidente, et dans la décennie qui vient, il y aura des vagues de progrès qui pourront changer la donne. Donc, sur la question de la productivité, des gains de productivité, moi, le recul personnel que j'ai, c'est ça, 15 ans après l'arrivée de ce truc dans nos poches, on nous parle que de déclin des gains de productivité, que d'économies de moins en moins productives. Oui. Ça n'a pas été un choc durable, en tout cas. Mais c'est pas la même nature de progrès. D'accord. C'est pas, là, on parle de la digitalisation. Donc GPT plus fort que ça, quoi. C'est très différent. Je veux dire, votre iPhone, etc., il ne se substitue pas à votre cerveau. Là, on a quelque chose qui peut éventuellement générer de grands progrès scientifiques. Parler aux scientifiques, les scientifiques rêvent de pouvoir utiliser ce type d'intelligence pour aller encore plus vite dans le traitement de grandes bases de données. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des effets très positifs intuits par l'intelligence artificielle. Donc c'est très différent, je pense, de ce qu'on a vu des innovations passées. Je pense que l'erreur serait de dire, on peut faire des analogies, c'est naturel de les faire, mais c'est pas une innovation comme une autre. Je pense qu'on est... Alors le terme de changement de paradigme est un peu éculé, galvaudé, etc. Oui, mais c'est probablement sur le plan macroéconomique, si on raisonne à l'échelle de la décennie ou des 10-15 prochaines années, quelque chose qui va changer radicalement la donne. D'accord avec ça, Igor, parce que c'est vrai que j'allais dire, les cimetières sont remplis de thèmes qui ont été hype pendant un moment et puis qui, sur le plan boursier, se sont pas transformés en réalité significative, blockchain, métavers, etc. C'est pas encore quelque chose... La blockchain, ça existe encore, ça répond à certains... Oui, mais ça n'a pas transformé le statut boursier des entreprises qui utilisent la blockchain. Carrefour utilise la blockchain, je me souviens très bien en pleine séance, il y a quelques années, Carrefour publie un communiqué pour dire « Nous aussi, on utilise la blockchain dans la chaîne logistique. » Bon, très bien. Dont acte, ça n'a pas changé la vie de Carrefour. Quoi. Ce que j'ai dit en introduction, c'est que c'est un pan de la virtualisation et de la numérisation, de la digitalisation. Pour moi, pour l'instant, c'est à l'intérieur de cette entre guillemets déshumanisation des systèmes économiques. La plus grande rapidité d'action, de prise de décision et de traitement, et puis la volumétrie des informations. Ça, c'est quelque chose qui est engagé depuis longtemps et qui ne va pas s'arrêter. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, regardons un petit peu les films d'anticipation qui ont 20, 30, 40 ans. Tout ça a déjà été conceptualisé. Maintenant, c'est au niveau industriel. Voilà. Donc, là où je pense qu'il y a une vraie innovation dans le téléphone, c'est que, entre guillemets, sur un petit écran, on peut tout faire. Maintenant, on peut téléphoner, on peut payer, on peut regarder Internet. Donc tout ça, ça participe au fait que on se robotise petit à petit et ça, c'est un mouvement. À part penser à la décroissance et au retour à l'homme de Néandertal, je pense que c'est difficile de dire ça va pas continuer. Non, puis quand on voit la vitesse d'usage, d'adoption de ChatGPT, qui a été l'outil digital le plus utilisé le plus rapidement. Même les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on peut revenir à l'avant réseau social. Non, je crois pas. Donc oui, on va devenir de plus en plus inhumain, entre guillemets, ou déshumain. C'est vrai qu'il y a des sujets comme la conduite autonome il y a quelque temps, d'ailleurs que tu es tiré par Tesla. C'est pas quelque chose qui va disparaître, mais c'est pas quelque chose qui a pris l'ampleur que ça devait prendre dans le laps de temps que ça espérait. Oui, il y a des déceptions, il y a toujours un phénomène déceptif à un moment dans l'arrivée de ces nouvelles technologies. C'est pas dire que ça va disparaître complètement, mais c'est le temps qu'il faudra pour que ça produise quelque chose de concret, de réel, de quantifiable, de chiffrable, d'investissable. Voilà. Et après, Nvidia, juste pour terminer là-dessus, c'est aussi le patron, c'est quelqu'un qui communique très bien. C'est-à-dire qu'il avait hypé à fond la question de crypto, bitcoin ou autre, pour ensuite, d'un coup de savate, évacuer ça en disant que c'était finalement...
je ne pense pas qu'il fasse la même chose avec l'IA, mais voilà, il s'est très bien surfé aussi sur un phénomène, et sa conférence post-résultat était remplie de ça. Il parle aussi, ce qui n'est pas faux, de remplacer les data centers à l'échelle mondiale avec des composants plus rapides ou autres. Ça parle évidemment à l'oreille des marchés. La question, c'est la rapidité de tout ça, les volumes qu'il faut, la capacité à produire, les coûts aussi que ça induit. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Oui, parce que là, les gens qui lui passent des commandes pour ces super processeurs pour des data centers, c'est pas le gamer du coin. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des groupes qui sont les leaders mondiaux des data centers, c'est des Amazon, c'est des Google, etc. Enfin, c'est aussi des gens, alors peut-être qu'ils sont un peu stressés par la hype et qu'ils se disent il faut y aller tout de suite, mais quand même des gens qui ont aussi des visions de tout ça. Hein. Mais là, c'est pour ça aussi que en bourse, c'est peut-être la transition vers la bourse, c'est que on a vu quand même les très grosses valeurs aussi être tirées par ça, même celles qui pourraient être concurrencées par ça, type Alphabet, qui n'ont pas réellement souffert de ça, mais du coup qui posent la question de ce thème en bourse dans un environnement où, paradoxalement, vous aviez des taux qui montaient avec le sujet du plafond de la dette et qui restent, même après l'accord de principe qui a été évoqué, les taux restaient élevés, le dollar a grimpé. Donc, c'est un mouvement aussi un peu contre nature qu'on a eu sur les valeurs de croissance, au détriment un peu des cycliques aussi. On voit le Dow Jones qui a une tête qui est pas la même que celle du Nasdaq. Et du coup, qui se fait quand même dans un timing qui n'est pas logique d'un point de vue marché en tout cas. Les rendements progressent d'un côté, le dollar progresse. Et pourtant, c'est le secteur qui était le plus adverse à ça en 2022 qui a connu la plus forte progression depuis un moment. Le marché considère que l'IA est plus forte que la hausse des taux. C'est un thème plus fort que la hausse des taux. Ou alors, effectivement, il considère, et c'est là que c'est très... On l'a vu la semaine dernière, hein, les taux remontaient, le luxe a marqué un coup d'arrêt, thématique de croissance en Europe, qu'on met souvent en équivalence avec la tech américaine. La tech américaine, elle a continué de s'envoler. Du coup, il y a forcément un marché qui a tort aujourd'hui. Soit c'est le marché obligataire qui est trop prudent, avec des rendements trop élevés par rapport à la réalité de ce que fera la Fed peut-être mi-juin, et puis la réalité du vote au Congrès ou autre, et que les taux vont détendre d'un coup avec une replantification, peut-être ça. Le dollar, qui est à trop valeur refuge, qui ne devrait pas l'être autant en prévision. Mais à ce stade, il y a dollar et taux, marge d'échange et taux qui vont dans un sens, et marche-action qui va dans un sens qui n'est pas le même, qui n'a pas la même interprétation, et les matières premières aussi, qui ne cessent de diminuer, qui ne cessent de baisser. Pétrole perd 3% aujourd'hui. Voilà, donc des doutes aussi sur la question de la récession US, de la vitesse de la Chine, etc. Et je doute que des valeurs même tirent le marché actuellement. Si les États-Unis vont rentrer en récession d'ici la fin de l'année peut-être, il y aura quand même des conséquences à un moment donné, même sur les valeurs technologiques. Donc il y a ça aussi à regarder du coin de l'œil sur l'aspect forecast et guidance. On bascule sur les thèmes de marché, du coup, Didier ? Ou sur l'IA encore ? Non, mais bien sûr, allez-y. Sur le plan macroéconomique, à propos de la substitution, je signerais simplement, par exemple, le secteur médical. On voit déjà que des médecins peuvent se servir de l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. Ça, c'est le sens de l'histoire dans les années qui viennent. Ça va venir très vite. Et donc, ça, c'est des facteurs de progrès. C'est-à-dire aider des médecins. On le voit du côté des chercheurs. J'ai parlé des mathématiciens. Je serais très surpris que les physiciens ou les biologistes ne s'en servent pas déjà aussi. Donc, il y a aussi des côtés positifs. Il n'y a pas que les dystopies qu'on a en tête, bien sûr, qui viennent de la fiction. Ou les banquiers centraux, pour l'utiliser. Ou les banquiers centraux. Être remplacés. Et ça offre une transition avec les facteurs de marché. Ça peut aussi remplacer les investisseurs. J'attends la première banque centrale conduite par l'intelligence artificielle générative. Non, mais sur le plan des marchés, si quand même un mot du plafond de la dette qui va être relevé selon toute logique après l'étape du Congrès là dans les prochains jours. Didier, si on se projette avec le relèvement du plafond de la dette, qu'est-ce qu'on trouve dans le compromis et est-ce que la substance macro du compromis est importante ou est-ce que ça reste avant tout un compromis politique sans impact macro ou marginal sur la trajectoire de la croissance américaine? C'est un compromis politique, ça. Oui. Le problème, il est politique, il n'est pas économique, à l'origine, ça c'est clair. Deuxièmement, oui, il peut y avoir un impact macroéconomique, il faudra regarder en détail, mais par exemple, on voit que la dette des étudiants qui était suspendue va devoir être payée à compter de septembre, donc il y a des choses qui vont avoir un impact clair. Probablement pas cette année, c'est pas le sujet en lien avec la récession, mais si on raisonne sur la politique budgétaire dans les années qui viennent, il est possible que ça permette d'avoir des anticipations un peu moins porteuses. Alors, ceci dit, il faut mettre quand même un bémol sur ce que je dis, il y a les élections présidentielles qui vont arriver, et ce deal ne va engager que la période pré-élection présidentielle, parce que dans les faits, ce sera une autre donne avec le nouveau Congrès et le nouveau président américain ou possiblement Biden. Oui. Donc voilà. Donc il est trop tôt mais il est vrai que le compromis peut se faire au détriment de la macroéconomique. En tout cas, vu d'un point de vue de marché, les marchés peuvent finir par retenir ça. Et donc je pense que ce qu'il est important d'avoir en tête, en effet, c'est le soulagement, parce qu'on n'est pas dans la problématique du défaut. Quoique, attention quand même,
parce que il y a, comme vous le disiez en introduction, il y a quand même quelques républicains qui menacent de ne pas voter. L'erreur est humaine, voilà, on le rappelle. Mais normalement, ça devrait quand même passer, ça devrait passer au Congrès. Et je pense que ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir ensuite quelques turbulences de marché liées au contenu de l'accord, qui, l'un dans l'autre, pas gros impact macroéconomique en 2024, mais va orienter la politique budgétaire quand même dans un territoire plus restrictif d'ici l'élection présidentielle. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cet accord politique en vue? C'est une bonne. Ouais, mais c'est bonne une nouvelle. bonne nouvelle, parce que c'est quand même un scénario qu'on a déjà vu. Il y a eu 2011, et puis c'est quand même un peu la technique des Américains de projeter leurs risques internes sur la planète pour après reprendre le contrôle des choses. Bon, le sujet à plus moyen long terme, c'est de savoir jusqu'où on peut s'endetter et comment on peut combattre l'inflation quand on fait ni de restrictions budgétaires et en même temps qu'on demande à la Banque centrale plus ou moins d'augmenter les taux. Donc ça, c'est une vraie question à moyen terme, parce que pour faire baisser l'inflation, il faut à un moment restreindre le consommateur. Là, on l'a restreint sur le plan financier. Bon, budgétairement, pour l'instant, nulle part on le contraint vraiment. C'est peut-être ça un peu le message, mais qui va pas durer très longtemps, puisqu'on a. Du coup, c'est pas mal d'avoir une discussion régulière sur cette question du plafond de la dette aux États-Unis. Oui, mais on sait bien que les politiques, quels qu'ils soient, européens ou américains, ont beaucoup de mal à dire à leurs futurs électeurs on va vous retirer de l'argent. C'est quand même pas aujourd'hui très facile à faire, puisqu'on vit dans un monde d'endettement et de consommation. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, moi, je voulais juste faire un commentaire sur les taux d'intérêt. Pourquoi, quand ça monte, les actions montent? Parce qu'on avait plutôt le réflexe, après 15-20 ans, de dire voilà, les taux baissent, ça fait monter les actions. Maintenant, les taux vont monter, les actions vont baisser. Bon, ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce que quand les taux baissent, en fait, ça favorise toutes les classes d'actifs. Ça favorise évidemment le porteur obligataire, parce que facialement, la valeur de son obligation monte. Et puis, ça favorise aussi les valorisations par DCF et des marchés actions. Alors, moins certains segments comme la value, mais globalement, quand la liquidité est là et qu'elle n'est pas chère, on a toutes les classes d'actifs bourrent, entre guillemets. Je emploie un terme un petit peu grossier de trader, mais on l'a vu, private equity, immobilier, actions. La hausse des taux, c'est beaucoup plus discriminant. Et l'inflation aussi. L'inflation, c'est bon pour les actions, selon une certaine fourchette. Et c'est aussi bon pour les sociétés qui sont peu chères, avec des PE bas, ou des sociétés qui ont des PE élevés, mais qui sont très cash rich et qui ont de la croissance. Donc, en revanche, l'investisseur obligataire, à spread de crédit constant, les taux montent, lui, il perd en valeur de marché. Donc c'est beaucoup plus discriminant, c'est pour ça que le monde est plus compliqué, c'est pour ça que la vol est beaucoup plus importante sur l'obligataire, parce que en plus les banquiers centraux là sont un peu à la charnière de ce qu'il faut faire. Alors sur les marchés actions, qu'est-ce qui guide? C'est les multiples et puis la trajectoire microéconomique. Et aujourd'hui, comme on n'est pas encore en récession et qu'on n'a pas vu dans les profits des entreprises de catastrophe, je parle globalement, il y a des secteurs, c'est sûr que la classe d'actifs actions, elle paraît un peu moins en danger aujourd'hui. Même si on voit quand même une sacrée perte de momentum sur toute la partie value. Justement, quand on va chercher les multiples les plus faibles, on voit bien que ce sont quand même des secteurs qui sont toujours un peu à la peine. Alors l'énergie, les financières, l'automobile, après, les small cap aussi. Il y a des momentum tactiques, il y a des moments où il fallait avoir du pétrole. Bon, début d'année, il fallait sûrement s'alléger un peu parce que on l'a vu. Il faut être, quand on gère un portefeuille action, il faut aussi faire de la rotation. Il ne faut pas être prisonnier par un style. Je pense que se dire j'achète des entreprises solides qui n'ont pas de problématique de refinancement, qui ont de la croissance de résultats et ou qui sont pas chères, alors évidemment c'est le Graal pour tout ça, je pense que c'est toujours dirimant pour un investisseur. On est avant l'été, les indices, notamment le CAC, avaient bien performé, le luxe était très très en avance, c'est pas anormal qu'on se serve du plafond de la dette pour donner un petit peu dans le marché. Ce qu'il faut, moi, le point le plus critique, c'est l'aspect récessif. Si jamais on rentre en récession aux États-Unis et ou en Europe, là, je pense que le marché action, il va mal réagir. Oui, parce que les valeurs qui ont beaucoup tiré aussi, on sait que le SP500, c'est un indice qui est quand même très domestique US. Donc même si c'est des grosses valeurs qui vont marcher en Europe ou autre, c'est quand même des valeurs, 75% des résultats se font aux États-Unis. Et là, effectivement, je pense qu'on est tous à guetter d'un côté la Fed et de l'autre côté, et c'est deux couloirs en fait. D'un côté la trajectoire éco, de l'autre côté la trajectoire de la Fed. Et le risque, c'est que si la Fed date indépendante, comme elle le dit, regarde les derniers critères que nous avons. Alors, il y en aura un dernier qui sera l'inflation CPI la veille de la décision, mais les deux derniers qu'on a eu, CPI et PCE, les deux, c'est des rebonds sur la partie cœur. Et même sur la partie globale PCE, c'est plus 0,2. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais c'est pas un bon momentum. Avant l'émission, on parlait de l'immobilier. En mensuel, on est sur du plus 0,4, plus 0,5 dans les 20 plus grosses villes. Et les indices sont en train de repartir un peu. Or, la composante shelter est déviée de ça aussi. Donc, il y a comme ça des signaux pour l'instant. Et c'est pour ça que cette semaine, elle va être extra important. Sur l'emploi. Demain, les JOLTS, donc les emplois vacants.
inscription au chômage jeudi, ADP jeudi, NFP vendredi, plus la progression des salaires ou autre. Ça va être une grosse semaine de test pour la Fed. Et effectivement, Igor le disait très bien sur la partie volatilité obligataire. Il est possible que cette semaine, il y a encore une vol obligataire parce que tout le monde se rattache à ça, se disant que la Fed regarde les mêmes données. Et moi, je pense que le risque, il va venir peut-être un petit peu de là. C'est à un moment donné de ne pas avoir encore 3 ou 4 hausses de taux de la Fed, mais peut-être soit pas de pause, ce qu'est là le marché. Alors, le marché, les futurs Fed Funds, presque, il y aura une hausse de taux supplémentaire. Est-ce que le marché... Ou en juin, dans 15 jours, ou le meeting de fin juillet, 25-26. Alors, est-ce que le marché action, lui, est conscient de ça et donc se dit c'est pas trop un problème par rapport aux arguments que tu déployais, par rapport au cash, etc. Nous, on s'est composé avec, en gros. Ou est-ce qu'une partie du marché plus spéculatif, les actions par exemple, se dit moi je ne crois pas à ce scénario et je pense que c'est l'obligataire qui va retracer, le dollar qui va retracer parce que la Fed va faire une pause et va le faire savoir. Moi je pense que le risque, même s'il n'y a pas s'il y a une pause, donc qui descendra un peu tout le monde, de quelle nature sera-t-elle? Parce que même s'il y avait des améliorations sur le CPI la veille, le prochain PCE, ce sera quand même après la Fed. Donc est-ce que la Fed prendra le risque de faire un message dovish sur une pause? On a bien compris que pause n'était pas équivalent à fin de hausse de taux. Et puis le quantitative pause, c'est une pause, quoi. Tightening, la liquidité en dollars, c'est des sujets... Effectivement, actuellement, on ne fait que des projections, mais l'accord sur le plafond de la dette, c'est aussi donc cet emprunt qui va débarquer sur le marché. Il y a le très court terme qui sera peut-être moins problématique parce que la liquidité reverse repo peut être utilisée, mais les emprunts plus long terme, et il va y en avoir. Le 8 juin, il y a je crois qu'il y a du 30 ans, du 5 ans qui vont être émis. Donc cette année de test pour le marché, pour la liquidité en dollars, pour le niveau des taux également. Et ça va arriver à la Fed. Donc voilà, moi je pense que s'il y a un risque et qui doit être pressé justement maintenant, c'est que toutes ces grosses valeurs qui ont beaucoup rebondi, il n'y a pas encore les bases pour que les small ou les larges ou les thématiques plus value puissent repartir tout de suite parce que les stats chinoises, et on voit bien sur les indices chinois, sur le yuan également qui perd du terrain, le pétrole aussi, les métaux industriels, on voit bien que le momentum n'est pas là. Donc il n'y a pas de raison à ce stade qu'on ait des small ou des cycliques qui repartent. Qui prennent la relève. Voilà. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a cet écart qui persiste ou est-ce que c'est la croissance qui redescend un peu parce que, message un peu plus hawkish que souhaité de la part de la Fed? Sur l'idée de la récession et du timing de la récession, Didier, où est-ce que vous en êtes? Beaucoup estiment que le voyage vers cette destination qu'on appelle récession / soft landing, beaucoup estiment que le voyage va peut-être prendre encore un peu plus de temps que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines ou quelques mois. En effet, le juge de paix, ce sera la récession, parce qu'à mon sens, la Fed, elle n'est pas loin de la fin de ses hausses de taux. Alors on peut en effet discuter à 25 centimes près, mais le voyage de politique monétaire, il est en grande partie fait, et les marchés actions ont probablement ça en tête. Non, la vraie question, c'est quid de la récession et des profits des entreprises, parce que les analystes n'anticipent pas du tout une contraction de l'activité économique. De notre point de vue, l'épargne est en train de fondre, l'épargne des ménages est en train de fondre. Il y a toujours un choc du côté du pouvoir d'achat des ménages et d'une certaine façon, ce qu'on a observé au premier trimestre ne va pas pouvoir se reproduire tout au long de l'année ou à l'horizon des 12 prochains mois. Non, mais ce choc de pouvoir d'achat, il va s'atténuer, Didier. Les salaires progressent à 4-5%. Les prix ne vont pas baisser. Il y a toujours... les prix des biens ont baissé, les prix de l'énergie ont baissé quand même. Le choc, c'est l'épargne des ménages, encore une fois, et cette épargne des ménages, elle est en train de fondre à vitesse grand V. Donc si on se projette à l'horizon de la fin de l'année, il est rationnel de notre point de vue d'anticiper une petite contraction de l'activité économique. Alors est-ce que ce sera décrit par le NBER comme une récession? Pas sûr, parce que c'est une petite récession, une petite contraction de l'activité économique, mais en tout état de cause, de notre point de vue, elle n'est pas dans les cours. Et pour la Réserve fédérale, évidemment, ça va être le juge de paix, parce qu'il n'est pas rationnel de continuer à monter ses taux en attendant que le CPI baisse. On sait que l'inflation est un indicateur retardé de l'activité. Donc, à un moment donné, l'argument principal derrière le plateau pour la politique monétaire, c'est de dire il y a un impact qui met la politique monétaire met du temps à se traduire du côté de l'activité et des prix. Il est temps de faire une pause pour voir. Ça ne signifie pas que le taux terminal est atteint, mais au moins une pause pour voir ce que le durcissement des conditions financières, de liquidité, de crédit, finit par produire sur l'activité économique. On y est. Alors, bien malin celui qui peut dire quel est vraiment le taux terminal de la Réserve fédérale, 5,25, 5,50, mais on n'en est pas loin de notre point de vue. Et dans un deuxième temps, fin d'année, début d'année prochaine, on devrait voir, en effet, l'activité économique battre de l'aile. Récession par récession, petite récession, c'est notre sentiment. Et en tout état de cause, cette petite récession, elle n'est pas dans les cours du côté des marchés boursiers. Elle n'est pas dans les cours de Nvidia, mais elle est dans les cours du Russell 2000 peut-être. On a quand même toute une partie du marché qui est encore en bear market, 20% sous ses sommets. Les profits ont été très élevés. La question, c'est est-ce que les marges des entreprises, est-ce que le pricing power des entreprises va pouvoir rester aussi élevé dans une phase de tassement de la demande? Si on se projette à l'horizon 6-9 mois, de notre point de vue, il y aura beaucoup moins de pricing power du côté des entreprises. On va avoir un tassement aussi de la croissance chinoise. Le gros du redémarrage de l'activité, il est derrière nous. Donc on va avoir une croissance chinoise qui va rester
rester aux alentours de 4-5%, mais qui, d'un point de vue séquentiel, va se tasser un petit peu. Et on va avoir une croissance extrêmement molle de notre point de vue en Europe. Oui, la résilience est surprenante au T1, T2, donc on a un premier semestre qui est plus fort que ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais l'erreur serait de conclure que les résiliences, elle est là pour toujours. On arrive a posteriori quand même à expliquer certaines raisons qui ont conduit à cette résilience, que ce soit du côté de l'activité économique ou du côté des profits. Et il ne me semble pas qu'on puisse continuer de poursuivre le trait de façon mécanique à l'horizon de la Donc imaginez que les marchés pourraient enjamber comme ça une récession, quand bien même petite, comme Non, vous la décrivez. D'accord, vous dites que ce sera illusoire. Ça passera par des à-coups de marché. Ça passera par des à-coups de marché, notamment du côté des bourses. Parce qu'il y a une dichotomie qui a été bien notée par Alexandre, marché boursier, marché obligataire. Et auquel cas, à ce moment-là, le marché obligataire, au sens des titres du Trésor américain, pourrait payer. C'est-à-dire que les investisseurs seraient assez enclins, si on voyait ces scénarios, d'acheter des titres du Trésor américain sur les niveaux actuels. Un argument quand même de voir quand même pas mal de secteurs de la cote qui se traitent en termes de valo à des niveaux qui peuvent être équivalents à ceux d'une récession. C'est pour ça que le marché action et le marché boursier restent très intéressants et j'allais dire un peu toute période confondue parce qu'il est très discriminé et discriminant depuis cette politique de taux zéro en fait qui a écartelé surtout en Europe mais aussi aux États-Unis beaucoup de secteurs. Donc ça veut dire qu'il y a encore des agents économiques, des actifs. Ils sont pas chers. On parle souvent de Stellantis. On regarde les free cash flow yield, les bilans. On paye ça même pas une fois les bidas. Bref, ok, ça peut prendre du temps, mais la valeur de l'actif, on sait qu'ils font des voitures plutôt correctement, qu'ils électrifient la gamme. C'est pas Tesla, mais voilà, en bourse, faut pas non plus chercher les Nvidia sur 40 lignes du portefeuille. C'est bien d'en avoir une, mais après, il faut avoir d'autres actifs. Et c'est pour ça que je trouve que le marché boursier est un bon investisseur qui gagne de l'argent, investit régulièrement. La bourse, ça a le mérite de corriger, c'est liquide, parce qu'il y a des à-coups macroéconomiques et qu'on peut les raisonner. Vous avez des segments d'actifs, private equity, immobilier, eux, ils sont vraiment dans une phase de baisse de valorisation, beaucoup plus moyen long terme. Le marché action, il suit le PIB. Donc, si le PIB... Le point bas des prix dans les actifs privés non cotés sera atteint bien plus tard que ceux ne serait-ce que par une bonne raison, c'est l'illiquidité. Donc ça met beaucoup plus de temps à se réaliser. La bourse, elle corrige beaucoup plus vite. Et là, je pense qu'il y a sûrement une petite matière à correction s'il y a cet à-coup macroéconomique, c'est sûr. Et puis je rajouterais peut-être un point essentiel, c'est que admettons que j'ai tort, qu'on ait tort et que finalement le cycle est résilient, il n'y a pas de récession. Et ça veut dire qu'on aura plus d'inflation. Ça veut dire que la Fed en fera plus, et ça, c'est pas escompté par les marchés d'actions. Donc si vous êtes vraiment dans l'école, il n'y a pas de récession aux États-Unis, alors on n'est pas prêt de voir le ralentissement de l'inflation se produire comme c'est attendu, et à ce moment-là, la Réserve fédérale va surprendre à la hausse par le durcissement des coûts. Et il y a l'aspect budgétaire qui n'a pas été encore utilisé, c'est-à-dire que tous les budgets sont ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de restrictions, ce qui a permis aussi de contenir la récession. Mais si on commence à monter les impôts en France et à dire, non, on va travailler sur notre déficit budgétaire, ça va créer du récessif. Jérôme Powell, il est dans le camp, il est peut-être seul, mais il est dans le camp de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession. Il l'a dit au dernier meeting. Non, mais la Réserve fédérale est dans un... Jamais la Réserve fédérale n'a présenté un scénario de récession. Non, mais dans les projections du staff, on voit bien que ça passe peut-être par une petite récession. Jamais. Jamais. La Réserve fédérale, elle est là aussi pour donner la confiance. Donc c'est pas dans les prévisions de la Réserve fédérale qu'on verra jamais une récession se produire. Non, ça veut pas dire que le risque de récession n'est pas là. Mais admettons qu'il ait raison. Alors si vous suivez le raisonnement de Powell, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Non. La Fed ira plus loin parce que l'inflation, elle est avant tout tirée par la demande aux États-Unis. Mais s'il n'y a pas de pause, que price au final les marchés d'actions, ils price sans doute pas une attitude plus agressive de la Réserve fédérale. Donc j'ai envie de dire, que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. C'est vrai que quelque chose qui ne va pas du côté des valorisations. Et on va finir là-dessus avec vous, Alexandre. C'est vrai qu'on a vu ce retracement un peu du mois de mai avec des séances un peu plus agitées sur les marchés actions la semaine dernière, mais on reste dans quelque chose de connu. Enfin, le VIX est allé à quoi, 20 à peine. Et en termes de bande de fluctuation, j'ai l'impression que tous les indices majeurs sont restés dans un territoire parfaitement connu et identifié des investisseurs. Alors, juste pour revenir là-dessus, juste sur la récession, l'Allemagne disait aussi il n'y aura pas de récession. Et techniquement, il y a quand même récession. Donc, pourtant, l'Allemagne, attention, vision, etc. Les chiffres sont toujours très fortement révisés en Allemagne. Donc, c'est plus qu'ailleurs. Non, mais oui, il y a une après, récession. Moi, je partage jamais avec Jérôme Powell sur le fait du soft landing. Ça, je ne crois pas. Par contre, à un crash économique, on ne va pas sortir d'une situation Covid qui était l'enfer
pour redresser tout ça et revenir en enfer 3 ans après. Donc il y aura un pilotage de tout ça au niveau de la Fed. Mais par contre, oui, la sous-estimation du risque de récession, ça je le pense vraiment. Et moi, le sentiment, c'est que ce côté que tu décrivais très bien de résilience, on a l'impression que ça va être un trait qui est lancé toute l'année et qu'à un moment donné, il y a une espèce d'un peu de décrochage. Une rupture. Une petite rupture, voilà, mais assez rapide sur quelques datas et tous les indicateurs avancés, encore une fois, un track record là-dessus qui est absolument excellent. Et donc, on sera en train de dire actuellement, ce track record de quasiment 40 ans, cette fois-ci, on n'y croit pas. Voilà. Donc, c'est pas de dire, ça n'arrivera pas, mais l'histoire montre que quand les indicateurs avancés ont cette vitesse de ralentissement, généralement, il y a une phase qui suit derrière. Alors après, pour revenir aux indices, la question, c'est celle du timing, parce que là, pour le cas du DAX, par exemple, ce qui est intéressant, le DAX a touché son point bas, c'était en fin septembre, début octobre, c'était pile le début de la phase de contraction en Allemagne. Et tout le rallye, en fait, du DAX, s'est fait pendant la récession. Voilà. Donc la question, c'est si la récession américaine démarrait, T3, T4, le point bas US, il a déjà été fait il y a quand même plusieurs mois. Donc, est-ce qu'on n'est pas devant une espèce de vague, une seconde vague, en fait, mais qui, pour moi, n'irait pas au point bas précédent. Par contre, il n'y a pas les bases d'inquiétude pour ça. Mais une espèce d'un peu de double creux moins profond que le premier, dans lequel nous commencerions à rentrer sur le Dow Jones, par exemple, une vague un peu comme ça décélérante, qui serait rejointe par d'autres indices qui sont plus hauts, le Nasdaq ou autres. Et seulement après, sur 2, 3, 4 mois d'inflation ralentissante, début de pivot de la Fed, etc., là, un souffle plus fort. Voilà. Moi, je crains cette vaguelette, mais au niveau du VIX, ça a l'air assez capé. On ne voit pas le VIX repartir à 5 ans. Donc, ça veut dire des caps sur le VIX dans la zone des 30 si vraiment ça devait déraper. Beaucoup plus, il faut vraiment un accident. Merci messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci pour votre éclairage de marché ce soir. Alexandre Baradez était avec nous, chef analyste chez IG, Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne, et Didier Borowski, responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème qui nous intéresse ce soir nous conduit dans l'univers de la santé pour s'intéresser spécifiquement au segment des entreprises de logiciels de santé. Et c'est un spécialiste du secteur, analyste chez Stifel, qui est à mes côtés en plateau. David Vignon. Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, le thème est circonscrit ce soir avec vous autour des entreprises qui fournissent des logiciels pour le domaine de la santé. On est dans un segment qu'il va falloir peut-être un petit peu définir, David, parce que c'est vrai que quand on parle de santé, on a en tête parfois la biotech, la medtech, l'innovation à tout prix, etc. Là, on est sur des modèles très très différents et surtout sur des entreprises dont souvent on nous dit qu'elles apportent des solutions numériques, bien sûr, d'efficience, de productivité pour des systèmes de santé dont le Covid a révélé parfois certaines fragilités, faiblesses structurelles qu'on n'avait pas vues ou qu'on ne voulait pas voir. Est-ce que de ce point de vue-là, dans le domaine de l'analyse effectivement de ce segment de marché, est-ce que oui, il y a un avant, un après Covid ? Oui, tout à fait. Alors en effet, on parle plutôt des logiciels qui sont utilisés dans les hôpitaux ou alors par les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les dentistes, etc. pour vraiment améliorer tout leur process, tout leur workflow au quotidien. On a eu en effet un avant et un après Covid. Un après Covid tout simplement parce que dès 2020, plusieurs gouvernements en Europe ont lancé des programmes de digitalisation des différents espaces de santé et pour les professionnels de santé. On peut parler notamment du plan de digitalisation pour les hôpitaux en Allemagne, plus de 4 milliards dédiés à la digitalisation des hôpitaux, ou en France, le Ségur du numérique en santé, qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros de digitalisation également. Et ça a été concrètement, pour les entreprises de ce secteur que vous suivez, ces politiques publiques, on va le dire comme ça, effectivement, de numérisation des hôpitaux, des systèmes de soins, de santé, des parcours de soins, etc. Oui, ça s'est traduit concrètement en business supplémentaire, en croissance ou en visibilité de croissance supplémentaire. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne, sur ces 4,3 milliards, c'est une grosse partie va aller vers les éditeurs de santé, en passant par les professionnels de santé, bien évidemment. On a eu pendant plus de 2 ans et demi des prises de commandes, et depuis la fin de l'année dernière, on commence à voir justement ces prises de commandes se traduire en chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, ça reste encore assez limité. Mais par exemple, pour prendre l'exemple de CompuGroup, qui est le plus gros éditeur allemand de logiciels, aujourd'hui, c'est 110 millions d'euros de prise de commande sur un segment pour les hôpitaux qui représentait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires auparavant. Donc c'est quand même assez massif. Un autre exemple, Nexus, qui est un éditeur aussi allemand spécialisé dans les hôpitaux, c'était 210 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et 70 millions d'euros de prise de commande déjà liés à ce programme. En France, c'est un petit peu plus limité. Par exemple, si on prend l'exemple d'Equasense, aujourd'hui, ils ont reconnu environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires seulement liés au Ségur du numérique en santé sur un chiffre d'affaires total de l'année dernière de 214 millions d'euros. Donc on a un effet qui est un peu plus limité pour l'instant sur le programme du Ségur du numérique en santé en France.
par rapport à celui en Allemagne. Mais on a quand même un effet qui est réel sur le chiffre d'affaires et sur le business de ces sociétés. Ouais. Equasense en France, qui est l'ex Pharmagest. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, effectivement, je n'avais pas le nouveau nom en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de ces groupes que vous avez cités, qui sont des groupes cotés, évidemment, qui sont plutôt des entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, au sens boursier du terme, en tout cas, David. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de leur modèle d'affaires, du niveau de rentabilité que ces entreprises peuvent offrir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation de ce secteur des logiciels de santé spécifiquement, David? Ouais. Alors, en effet, on a CompuGroup qui fait à peu près 3 milliards de capitalisation boursière, qui est le plus gros acteur coté en Europe sur le segment des logiciels en santé. On a Nexus qui fait à peu près 1 milliard de capitalisation boursière, et Quasense également en France, 1 milliard à peu près de capitalisation boursière. Donc on est vraiment sur la small et mid cap sur ce secteur. En termes de valorisation, on est sur le secteur des logiciels en Europe en général, pas seulement sur les logiciels de santé, on est entre 15 et 23 fois l'EBITDA en termes de valorisation. 23 fois pour les meilleurs, comme Dassault Systèmes par exemple, qui ont un vrai track record, un vrai historique et qui ont vraiment la confiance du marché, en plus d'être sur un super sous-segment. En santé, on va être un peu en dessous. Par exemple, CompuGroup est à 12 fois EV sur EBITDA. Nexus et Equasense sont entre 15 et 16 fois EV sur EBITDA. Et entre 15 et 16 fois, c'est à peu près aussi les valorisations qui sont payées notamment par les fonds de private equity qui sont assez friands de ce secteur, justement. Donc donc là on parle de valorisations qui sont plutôt proches de l'historique, enfin qui sont normales pour ce segment des logiciels de santé. Hein. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est un peu moins bien valorisé que d'autres boîtes de software? Alors c'est un peu moins bien valorisé parce que le segment, le sous-jacent en fait est un peu moins attractif par rapport à d'autres sous-marchés. Je mentionnais Dassault Systèmes par exemple, où on a un marché final qui fait de la croissance en high single digit ou double digit. Sur le segment des logiciels en santé, on va plutôt être à une croissance de 4 à 5% PIB+, grosso modo. Et ça, c'est vraiment drivé parce que le principal catalyseur, c'est la démographie, le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts de santé et l'augmentation des coûts de santé dans le PIB. En fait. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de réduire cette augmentation, notamment via la digitalisation. Mais ça reste quand même un financement qui est plutôt public et du coup qui se limite un peu plus que les financements privés. Est-ce qu'on reste dans une logique alors, réduction des coûts, d'efficacité, d'efficience, de productivité, des sujets cruciaux pour les systèmes de santé, mais est-ce qu'on reste dans ce périmètre-là? Ou est-ce qu'il y a l'idée aussi que ces entreprises, alors peut-être certaines qui ne sont pas cotées d'ailleurs aujourd'hui, apporteront au marché demain des innovations, de l'innovation de rupture, comme on dit, qui pourrait changer les perspectives de croissance à un moment pour certains domaines spécifiques des logiciels de santé, David? On a déjà des sous-segments en fait, qui font une croissance bien supérieure aux 5% que je mentionnais juste avant pour les logiciels en général. Ce sont des segments aujourd'hui qu'on retrouve seulement sur le marché, quasiment seulement sur le marché privé. Mais on peut mentionner par exemple, comme vous mentionnez, l'intelligence artificielle dans le segment juste avant, l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale, donc des algorithmes qui vont identifier sur l'imagerie médicale directement des maladies, par exemple que ce soit des cancers, etc., des tumeurs, et l'identifier sur l'imagerie médicale à la place du médecin. On peut aussi mentionner, par exemple, qu'il y a tout un marché autour de la thérapie digitale, où le digital va être utilisé comme une thérapie, comme on pourrait le voir avec un médicament, par exemple. Attendez, c'est quoi ça? Alors... La thérapie par le numérique. Tout à fait. Alors, c'est principalement pour engager le patient à prendre un peu plus soin de lui. Ça peut être sur du musculo-squelettal, ça peut être aussi lié à des applications qui vont accompagner des patients qui sont atteints de diabète ou de... C'est un coaching médical, quoi. C'est ça. Non, j'essaye de le résumer. D'accord. C'est plutôt du coaching médical, en tout cas à l'heure actuelle. Donc oui, en effet, on a vraiment des segments dont la croissance peut être supérieure, largement supérieure. Aujourd'hui, c'est quand même pour la plupart des sociétés qui ont un peu plus du mal à se scaler dans l'ensemble. Mais en tout cas, il y a vraiment quelques sociétés prometteuses dans ce segment. Ouais. Je pense aussi, par exemple, à la télésurveillance, qui est un segment qui est en fort développement, peut-être le plus mature parmi ces sous-segments qui sont en fort développement. Justement, parce que ça peut être appliqué à la fois pour toutes sortes d'indications. La télésurveillance, donc le patient qui mesure les indicateurs directement de chez lui et qui les envoie à son médecin directement chez lui. Ça peut être aussi bien appliqué à un patient qui est malade directement maintenant, ou aussi aux patients qui sont dans un essai clinique, par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est des sous-thématiques, comme vous dites, d'avenir, mais qui intéressent déjà beaucoup certaines catégories d'investisseurs, VC ou autres, mais j'ai l'impression que c'est un segment où il y a une vraie richesse aujourd'hui. Oui, et alors c'est un segment dans le logiciel, en effet, qui est très très large. Le Covid aussi a été un vrai tournant à ce niveau-là, parce que les VC, les fonds de private equity, ont énormément investi dans ce qu'on appelle le digital health entre 2020 et 2022, des sommes phénoménales,
qui ont pour l'instant pas réussi à vraiment donner de sociétés qui ont vraiment scalé. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Ça a beaucoup ralenti avec le reste du monde du VC ces derniers temps. Mais, Dans l'univers coté que vous suivez spécifiquement chez Stifel, David, alors vous avez cité quelques noms de sociétés. Est-ce que ce sont les sociétés d'ailleurs qui vous paraissent les plus intéressantes à détenir sur le plan boursier aujourd'hui? Vous avez cité Nexus, CompuGroup, c'est ça également. Ça fait partie des valeurs que vous recommandez aujourd'hui, par exemple, David? alors, ce sont les deux en effet qu'on a à l'achat justement chez Stifel, les deux sociétés allemandes. Parce que justement, elles vont bénéficier, alors pour Nexus qui va vraiment bénéficier du plan de digitalisation des hôpitaux en Allemagne que je mentionnais plus tôt, qui est vraiment très important pour eux, qui est un vrai driver, un vrai catalyseur pour leur top line, pour l'expansion des marges ensuite. Pour CompuGroup, c'est un peu différent, même si ça va être aussi à leur bénéfice, ce programme-là. Ça va moins se ressentir sur leur top line parce que c'est un groupe qui est beaucoup plus large et qui a une moindre exposition aux hôpitaux. Néanmoins, on a une histoire un peu différente, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec un multiple divisé sur EBITDA qui est seulement de 12 fois. Il y a une vraie perte de confiance ces 2 dernières années du marché pour CompuGroup, avec des histoires notamment de gouvernance. D'accord. Et donc, du coup, là, on entre dans une phase qui sera un peu plus propice, justement. Ouais, je comprends. pour Oui, il y a l'idée d'un retournement ou d'un changement de statut pour cette entreprise qui a souffert de quelques problèmes ESG. Problème de gouvernance. Il y a D'accord. aussi beaucoup d'investissements qui ont été faits pour justement pouvoir saisir l'opportunité du plan de digitalisation dans les hôpitaux. Donc des marges qui ont fortement baissé. On est passé sur des marges à 17%, donc bien inférieur au reste du marché du logiciel. Le marché cherche toujours le Graal, c'est-à-dire quand même de la croissance visible au meilleur prix. Est-ce que typiquement ces entreprises, là, quand on regarde un peu les ratios financiers, les ratios de valorisation, est-ce que ça rentre dans cette case? Parce que alors de la croissance, il y en a chez Nvidia, effectivement, mais on ne la paye pas tout à fait le même prix. Là, j'entends des multiples de valorisation qui paraissent tout à fait raisonnables pour le monde de la tech, avec, vous dites, un marché de croissance à 5% par an, ce qui est toujours mieux que la croissance mondiale, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais. Oui, en effet, on est sur des sociétés qui font du chiffre d'affaires récurrent à peu près. C'est 70% à peu près de leur chiffre d'affaires qui est récurrent, sur un business qui, dans tous les cas, même si on n'a pas tout le chiffre d'affaires qui est récurrent, parce qu'il y a une partie de licence, en réalité, c'est quand même très récurrent, parce qu'un médecin généraliste ne va pas changer tous les 5 ans de logiciel. Dans les hôpitaux, c'est pareil. De l'autre côté, on a en effet une visibilité qui est très très forte, avec à la fois ces plans de digitalisation, ce récurrent. On a des marges qui sont assez faibles aujourd'hui pour le monde du logiciel, mais donc toutes les sociétés ont fait une priorité, une expansion dans toutes les sociétés ont fait une priorité pour étendre les marges dans les années à venir. Donc en effet, on est quand même sur, en plus avec des valorisations qui sont assez saines, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là de la tech. Donc ça me semble être un secteur assez intéressant à suivre en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage justement spécifique sur ce secteur ou ce segment, ce sous-segment des entreprises de logiciels de santé. David Vignon qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique, analyste chez Stifel. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.